Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler du curcuma. Le curcuma, il n'y a pas besoin de vous le présenter, c'est une racine que tout le monde connaît, qu'on utilise en condiment pour faire des épices. Là où vous la retrouvez le plus souvent, c'est dans le curry. Donc c'est une épice ou une racine qui est consommée depuis très longtemps, notamment en Inde et puis dans la région là-bas, je pense le Bangladesh aussi, et à laquelle on attribue énormément de vertus. On lui a attribué la médaille de super aliment depuis assez longtemps. Et vous entendez très fréquemment parler de ces bienfaits nombreux ou pas. On va en parler ensemble. L'idée avec cette vidéo, c'est pas de générer une psychose au sujet du curcuma, mais c'est de vous amener en fait d'autres angles d'information sur cette plante, parce que d'expérience, je vois qu'on l'utilise de plus en plus souvent. Beaucoup de gens s'autosupplémentent avec le curcuma et sont très souvent induits à ce type de comportement par du marketing qui est toujours bien tourné à ce sujet. C'est-à-dire qu'on va toujours vous parler des effets positifs de cette plante ou de certaines molécules qu'il y a dans cette plante, comme la curcumine, mais on vous présente rarement en fait l'image générale. Et j'ai moi-même, il y a quelques années, été assez naïf, et puis j'avais en fait que une partie des informations, et je pensais aussi que le curcuma était un super aliment qui avait énormément de vertus, et puis mon opinion a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis à moi, surtout sur la fin de la vidéo. Avant ça, je vais vous amener pas mal d'informations d'une manière je dirais la moins biaisée possible, mais c'est clair que forcément, c'est pas possible d'être totalement non biaisé quand on fait une vidéo de ce type-là. Mais gardez à l'esprit que j'avais une opinion très positive du curcuma il y a quelques années et que ça a beaucoup changé. Et je vous donnerai mon opinion à la fin sur la manière dont je vois l'utilisation du curcuma. D'accord? Donc prenez ça comme une source d'information supplémentaire pour vous faire votre avis à vous, euh, dans votre contexte à vous, par rapport à l'utilisation de cette plante, votre contexte à vous ou celui de vos clients, si vous êtes thérapeute ou médecin, parce qu'on l'utilise de plus en plus en supplémentation, et ça peut avoir certaines conséquences auxquelles on ne s'attend pas forcément, et auxquelles j'étais pas forcément au courant avant de creuser le sujet. D'accord? Avant qu'on commence, je vous demande de considérer deux, trois choses, et de les garder à l'esprit dans votre tête. Euh, Ce qui est naturel n'est pas toujours forcément bénéfique pour vous. C'est important de se le rappeler. La plupart des poisons connus sont naturels, et la plupart des médicaments créés par l'industrie pharmaceutique le sont sur la base de molécules bioactives qu'on trouve dans les plantes. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que je vous demande de considérer. La deuxième, c'est aussi de comprendre que ce qui est médicinal, c'est un joli mot médicinal, mais fondamentalement, quand on dit qu'une plante a des vertus ou des propriétés plutôt médicinales, ça veut dire qu'elle a des effets bioactifs dans votre corps, ça veut dire qu'elle va forcer ou créer des effets que votre corps ne veut pas à la base pour X raisons, ce qui peut être positif dans certains contextes, mais qui peut aussi être néfaste dans d'autres contextes. Au même titre que les médicaments peuvent avoir des effets positifs pour certains dans un contexte précis, mais chez quelqu'un qui n'a aucune maladie, on ne va pas lui donner des médicaments simplement pour le plaisir. D'accord? C'est un aspect très important parce que j'ai l'impression que, à cause de la méfiance qui s'est de plus en plus installée contre l'industrie pharmaceutique, et j'en ai aussi de plus en plus, on a tendance aujourd'hui à être très critique vis-à-vis des médicaments et des effets secondaires de ceux-ci, qui sont avérés évidemment. Par contre, on oublie que vous avez la même chose avec des molécules bioactives dans les plantes. D'accord? Pour les médicaments, quand un médicament est sur le marché depuis longtemps, il a passé toute une série de tests, d'essais très sérieux, très bien construits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans danger, ensuite, ces médicaments. Ça veut simplement dire qu'on connaît les dangers, on connaît les effets secondaires, et si vous lisez les notices d'emballage, en particulier la notice professionnelle, vous verrez toutes les interactions possibles, et surtout tous les effets secondaires possibles avec leur fréquence, etc. Et je pense que c'est important pour vous de lire ces papiers avant de prendre un médicament, pour aussi vous demander si vous, dans votre contexte, c'est une bonne idée, et probablement si vous n'avez pas je dirais, d'arrière-plan thérapeutique ou médical, de demander un avis à un médecin là-dessus, et surtout ben, d'engager la discussion avec lui, parce que vous pouvez lui dire, voilà, pourquoi, dans mon contexte, est-ce que c'est positif, vu qu'il y a tous ces effets secondaires, est-ce que la balance est vraiment positive pour moi? Et je pense qu'on doit faire la même chose avec les plantes dites médicinales. Les plantes qu'on catégorise comme médicinales, c'est des plantes qui ont des effets puissants dans le corps,
au même titre que les médicaments. Et l'industrie pharmaceutique, souvent, elle va puiser ces molécules dans ces plantes-là. Elle va ensuite les étudier, elle voit qu'il y a un effet intéressant au niveau médical. Elle va essayer de reproduire cette molécule de manière synthétique, en la modifiant un petit peu, comme ça elle peut déposer un brevet sur la molécule. Mais fondamentalement, le principe est le même, c'est une molécule étrangère à votre organisme, et votre corps va réagir systématiquement en essayant de détoxifier et d'éliminer rapidement cette molécule. On verra un peu plus loin que c'est ce qui arrive avec certaines molécules du curcuma et que du coup l'industrie des compléments alimentaires a certaines méthodes pour faire en sorte que la curcumine puisse rester plus longtemps et produire des effets plus longtemps dans le corps. Et puis vous vous demanderez à la fin si vous voulez vraiment avoir ces effets-là dans votre contexte personnel. Donc le curcuma, pour faire court, c'est une racine, la racine de la plante Curcuma longa, je crois, qui fait partie de la famille du gingembre. Donc elles se ressemblent, hein, on utilise la racine principalement. C'est des racines qui ont de nombreuses propriétés médicinales. Même moi, j'ai tendance à toujours dire vertus. Vous verrez que c'est plus compliqué que ça. On en fait en général une poudre qu'on va utiliser comme condiment, qu'on va intégrer avec d'autres épices pour faire le curry. Et aujourd'hui, vu que dans notre société occidentale, on est un peu naïf, et qu'on a entendu dire qu'il y avait des vertus médicinales, on s'est dit que plus on en mangeait, mieux c'était. Donc c'est un peu à la mode maintenant de se faire des jus de racines de curcuma. C'est assez dégueulasse si vous avez essayé de faire. Moi j'en ai fait, hein, donc là je fais mon mea culpa. J'ai été naïf aussi, je me suis fait longtemps des jus de racines de curcuma, de gingembre et de jus de citron. Le citron, c'est pas le gros problème là-dedans. Donc c'était beaucoup mis en avant par certaines personnes, notamment dans le monde francophone, je vais pas leur jeter la pierre, mais bon, peut-être qu'ils avaient pas les mêmes infos ou pas la même opinion que moi là-dessus. J'en ai subi des conséquences, elles n'étaient pas forcément graves, mais plus j'avais on va dire, j'avais quelques inflammations, et j'utilisais le curcuma pour ses vertus anti-inflammatoires, et au fil du temps, plus j'en consommais, plus j'avais de problèmes de type inflammatoire, et peut-être que vous comprendrez aussi pourquoi à l'issue de cette vidéo. D'accord? Il y a aussi une petite image du poivre noir à l'écran, parce que le poivre noir est souvent utilisé avec le curcuma. Et on verra pour quelles raisons on l'utilise avec le curcuma et quelles conséquences ça peut avoir au niveau positif ou négatif. D'accord? Donc si vous cherchez un petit peu sur internet des avis sur le curcuma, l'extrême majorité de ce que vous allez trouver, c'est des effets bénéfiques, les bienfaits du curcuma, les vertus du curcuma, comme vous le voyez, hein, le super aliment, une épice qui protégerait nos cellules contre les inflammations et les dommages. Vous verrez que le tableau n'est pas aussi rose que ça. Ça ralentirait même le processus de vieillissement, ça atténue les symptômes de l'arthrite. Ça, il y a des études qui le montrent, effectivement. On parle de symptômes. Et ça réduirait même la propagation des cellules cancéreuses. Alors ça, moi, ça m'allume toujours une alerte rouge quand je vois une molécule qui est anti-cancer, qui a des vertus au niveau de la chimiothérapie. Parce que très souvent, ce qui induit la mort des cellules cancéreuses peut aussi induire la mort des cellules saines. On n'a encore pas trouvé en chimiothérapie un agent qui cible uniquement les cellules cancéreuses. De ce que je sais, je ne suis pas oncologue, mais les dernières fois que j'ai écouté des discussions de spécialistes sur le sujet, il n'y a pas de chimiothérapie qui ne cible que les cellules cancéreuses. Et la chimiothérapie, elle joue sur le fait que souvent les cellules saines sont un peu plus capables de s'adapter aux effets négatifs du poison qu'on leur donne. Et du coup, les cellules cancéreuses vont être beaucoup plus touchées, vont mourir plus rapidement, et on espère que l'organisme sain va triompher, lui, de tout ça. Mais ça se fait pas sans conséquences, d'accord? Hein, si vous connaissez des gens qui ont fait des chimiothérapies, ben, ou si vous discutez avec eux, vous verrez qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, parce que finalement, on empoisonne le corps entier, et c'est assez violent. Donc, petite alerte rouge à ce niveau-là, c'est la même chose avec le noyau d'avocat ou ce genre de choses. Effectivement, vous mettez des cellules cancéreuses dans des éprouvettes, hein, dans un milieu, alors là j'image un peu de manière simpliste, mais vous mettez des cellules cancéreuses dans un tube en verre, dans un milieu où elles peuvent survivre, et vous bourrez de molécules que vous trouvez dans le noyau d'avocat ou par exemple dans le curcuma, ça peut tuer ces cellules cancéreuses. Ça peut aussi tuer les cellules saines, d'accord? C'est des poisons. Tous les poisons peuvent tuer des êtres vivants, des cellules vivantes, qu'elles soient cancéreuses ou non. D'accord? Donc c'est important de garder ça à l'esprit quand vous voyez ce genre de choses, et puis de vous poser la question. Si vous avez un cancer vous-même, vous pouvez vous poser la question de l'utilisation peut-être du curcuma ou d'autres molécules naturelles, pourquoi pas, ça il faut discuter avec vos médecins.
Maintenant, si vous n'avez pas de cancer, est-ce que vous voulez faire de la chimiothérapie légère en préventif? À vous de voir. On nous dit aussi souvent que le curcuma, comme de nombreuses autres plantes, ont des vertus antioxydantes ou des propriétés antioxydantes. Il faut toujours se méfier aussi de cette affirmation parce que quand ils vous disent ça, c'est pas forcément que la molécule elle est vraiment antioxydante. Parfois, c'est simplement un poison qui va stimuler la production de glutathion dans vos cellules. Et du coup, on dit que vu qu'il y a un peu plus de glutathion à cause du poison, on va vous dire que c'était antioxydant parce que le glutathion est un antioxydant. Sauf que cette molécule, elle fait des dégâts, d'accord? Ça équivaut un petit peu à dire que si vous avez un gang de Mafra dans une région qui fait des dégâts, qui tue des gens, et que l'État réagit en engageant quelques centaines d'agents des forces de l'ordre pour sécuriser la région, on va pas dire dans ce cas-là que le gang de Mafra, il a des vertus sécuritaires, d'accord? Et c'est ce qu'on fait très souvent avec des molécules issues des végétaux, notamment certains polyphénols. Donc, après, derrière le curcuma, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'argent. D'accord? C'est un marché en plein développement. Ça concernait quasiment que l'Inde et puis le curry, on va dire, qu'on avait chez nous en épices. Le marché total du curcuma, il est de 4 millions, donc 4,4 milliards en 2023, avec une projection, d'après le FMI, de 7,5 milliards dans 10 ans. D'accord? Donc avec une belle augmentation annuelle. Euh, donc il faut garder ça à l'esprit, il y a quand même beaucoup d'argent derrière le curcuma. Il faut savoir que l'Inde produit quasiment la totalité du curcuma dans le monde. D'accord? Il faut garder ça à l'esprit parce qu'il y a beaucoup d'études qui présentent des vertus bénéfiques du curcuma qui sont réalisées en Inde. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la magouille, mais en tout cas, il y a un risque de biais qui est assez profond. D'accord? Ça fait partie du gagne-pain en fait de ce pays, le curcuma concrètement. Euh, donc il faut quand même prendre ça en compte et s'imaginer qu'il peut y avoir des biais quand une étude vante les vertus du curcuma et qu'elle est intégralement produite, ou menée en Inde, dans des hôpitaux hindous, etc. L'Inde consomme également 80% de la production mondiale de curcuma. Donc quasiment tout, alors tout le curcuma est produit en Inde et l'Inde consomme quasiment l'entièreté de cette épice sous différentes formes. Et du coup, bah, vu que c'est une super plante, un super aliment aux nombreuses vertus, on devrait s'attendre à avoir une excellente espérance de vie en Inde ou une excellente santé générale dans la population. Alors évidemment, c'est un peu provocatif ce que je dis, il y a beaucoup d'autres facteurs qui viennent jouer là-dessus. N'empêche que, en termes d'espérance de vie, l'Inde est à la 126e place entre l'Irak et l'Ouzbékistan et le Cambodge. D'accord? L'Inde n'étant pas un pays complètement sous-développé, qui a quand même un système médical largement au point. Alors effectivement, il y a beaucoup de pauvreté, peut-être des régions où il y a des problèmes aussi avec l'hygiène de l'eau, etc. N'empêche que au niveau espérance de vie, l'Inde n'est pas un exemple, mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut attribuer forcément au curcuma. Je fais un petit écart sur le sujet, mais j'aime bien le rappeler que les deux pays qui ont la plus haute espérance de vie au monde sont Hong Kong et Macao, et c'est aussi deux parmi les trois pays qui consomment le plus de viande par habitant. Donc on vous dit souvent que la viande abaisse l'espérance de vie, etc. Statistiquement, c'est pas quelque chose qu'on voit, d'accord? C'est même pas quelque chose qu'on voit du tout. Là aussi, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent expliquer l'espérance de vie dans ces pays. Mais si la viande était autant mauvaise pour la santé, je doute que Hong Kong, avec une consommation de viande absolument astronomique, c'est-à-dire qu'ils ont, si vous voyez, c'est 202 kilos par an, par habitant. C'est énorme, d'accord? L'Islande, qui en consomme beaucoup aussi de viande et de poisson, sont à 181 kilos. Puis après, même les États-Unis, qui sont des gros consommateurs, sont à 150 kilos. Donc Hong Kong, qui a la plus haute espérance de vie, est aussi largement le pays qui consomme le plus de viande au monde. Euh, et l'Inde a aussi ça comme particularité, pour des raisons aussi, comment on dit, religieuses, théologiques. L'Inde consomme extrêmement peu de produits animaux, et notamment extrêmement peu de viande. D'accord? Si on enlève les, les poissons, les produits de la mer, l'Inde est un des 5 pays qui consomment, ou je crois un des 3 pays qui consomment le moins de viande au monde. D'accord? Bref, on va revenir au curcuma.
Donc comme sur beaucoup de sujets en matière de santé et surtout de nutrition, vous trouverez énormément d'études sur le curcuma, vu qu'il y a beaucoup d'argent. Euh, la vaste majorité des études sont évidemment menées par des gens qui ont un intérêt à découvrir des vertus dans cette racine et dans les compléments qui y sont liés, c'est évident. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit quand on vous dit que la majeure partie des études montrent que c'est bénéfique. Effectivement, la majeure partie des études sont aussi construites et menées avec des biais pour découvrir ce genre d'effet. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément faux, d'accord? On doit toujours garder ça à l'esprit. Et vous verrez qu'il y a plusieurs méta-analyses qui ont été conduites au sujet du curcuma ou de la curcumine, et qu'elles sont extrêmement contradictoires. Donc vous avez des méta-analyses en 2017, on va les voir après, qui vous disent que le curcuma ou la curcumine n'a aucun effet bénéfique, et vous en avez une 2 ans après qui vous dit exactement le contraire, mais sur tous les points. Donc ça montre forcément que dans un sens ou dans l'autre, il y a des biais, parce que quand on arrive à produire des résultats autant contradictoires avec des méthodes qui semblent, à première vue, je ne suis pas un spécialiste, mais qui semblent assez solides, on a de quoi se poser certaines questions, puis on va les fouiller un petit peu plus loin, ce genre d'études. Le curcuma, il est connu dans le monde des compléments alimentaires et on va dire des super-aliments pour une molécule qu'on appelle la curcumine, euh, qu'on trouve à environ 5% dans la racine de curcuma. Donc 5% du curcuma, c'est de la curcumine. Réellement, c'est entre 1 et 7% suivant les racines, mais je crois que c'est un peu une moyenne qui a été établie de 5%. C'est une molécule bioactive et médicinale. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Bioactive, ça veut dire qu'il y a des effets, un peu comme un médicament sur votre corps. Dans certains contextes, ça peut être bénéfique. Dans d'autres contextes, ça peut ne pas l'être et ça peut avoir des effets secondaires. C'est ce qu'on va voir un peu ensemble. Il y a un problème de base avec la curcumine, c'est que sa biodisponibilité, elle est très faible. La biodisponibilité, c'est en fait la capacité qu'a cette molécule à être absorbée par votre intestin et à rester disponible euh, dans le système cardiovasculaire et pour vos cellules dans votre corps. Ça s'explique parce que notre corps ne veut pas absorber cette molécule, parce que notre corps, notre organisme considère que c'est un poison, et dès que cette molécule elle est absorbée, elle est détoxifiée par nos systèmes enzymatiques au niveau du foie. D'accord? Très très rapidement, le peu de curcumine qui est absorbé est détoxifié par le foie pour être éliminé. D'accord? C'est une priorité pour le foie de faire ça dès qu'il voit de la curcumine. Ça devrait aussi peut-être nous alerter sur certaines choses. Alors évidemment, c'est le cas pour la plupart des médicaments, hein. Notre foie, dès qu'il voit une molécule étrangère, euh, il s'en méfie et puis il essaye de l'éliminer. D'accord? C'est extrêmement intéressant pour les labos, du coup. Parce que si vous arrivez à prouver que cette molécule, elle a des vertus, et ça, ils font beaucoup d'études pour le faire, hein. Si vous prouvez qu'elle a des vertus, vous pouvez aussi dire aux gens, eh, c'est super, c'est naturel, ça a plein de vertus, mais vous n'avez pas de bol parce que votre système digestif, il ne l'absorbe pas, et puis votre foie, le peu que vous absorbez, il va l'éliminer. Mais nous, on a des super solutions. Dans cette gélule, on a mis certains petits trucs, ou alors on a mis la curcumine dans des liposomes, on a fait des formes spéciales qui font que cette molécule, du coup, elle est super bien absorbée par votre corps. Et en plus, elle va rester longtemps. Donc ça permet de justifier après la vente de compléments alimentaires et de compléments alimentaires sous des formes sophistiquées et donc à des prix relativement élevés pour un produit de base qui vaut pas grand-chose. D'accord? C'est une racine basique, quoi. Donc un marché très juteux finalement la curcumine. Bon, on va commencer maintenant par faire un peu une plongée dans la littérature scientifique autour de la curcumine. En 2017, il y a ce gros papier qui a été produit par l'équipe de Catherine Nelson. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2017, on entendait déjà énormément parler du curcuma, de la curcumine et de toutes les incroyables vertus que ça avait. Il n'y avait à ce moment-là aucune étude en double aveugle, euh, avec placebo, donc contrôlée par placebo, euh, qui a été couronné de succès pour montrer des vertus au niveau de la curcumine, d'accord? Donc on n'avait aucune étude qui a une haute valeur de preuve, de haute qualité, aucune étude de haute qualité qui n'a pu montrer des effets positifs, d'accord? Depuis 2017, on verra qu'il y a quelques études qui montrent certains effets positifs, des études qui sont solides, et puis on va aller voir un petit peu tout ça.
J'ai envie d'abord de parler surtout des bénéfices qu'on peut attribuer au curcuma, avant d'aller sur les aspects moins rigolos, les aspects néfastes, et puis de porter aussi un regard critique sur ces aspects bénéfiques. Donc en 2019, on a cette grosse méta-analyse qui est sortie par Michael White et son équipe, 2019. Donc une méta-analyse, on va reprendre beaucoup d'études dans le domaine, on va en éliminer certaines pour différentes raisons, et c'est là qu'il peut y avoir des biais évidemment. Et on va essayer de regarder, ok, est-ce que l'ensemble de ces études montre plutôt un effet bénéfique ou pas du tout? Et ce qu'on voit dans cette méta-analyse de 2019, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre le curcuma ou la curcumine avec les contrôles, d'accord? Donc on n'a pas vu de différence significative pour l'utilisation du curcuma ou de la curcumine pour les effets anti-inflammatoires ou d'autres marqueurs d'inflammation chronique auxquels on attribue habituellement des vertus au curcuma, d'accord? Donc la conclusion de cette méta-analyse, c'est que le curcuma ou la curcumide ne diminue pas les marqueurs inflammatoires des patients avec des maladies inflammatoires chroniques. D'accord? Cette méta-analyse a pris en compte le risque de biais de certains essais randomisés contrôlés. C'est une méta-analyse qui portait sur les essais randomisés contrôlés. Donc un essai randomisé contrôlé, c'est considéré un peu comme la meilleure qualité d'étude, si vous voulez faire simple. D'accord? Les études duraient entre 4 et 16 semaines. Donc on voit que c'est toujours des durées assez courtes, hein. Ça ne permet pas souvent d'avoir une vision d'ensemble des effets secondaires à long terme. C'est le gros problème avec la plupart de ces études, parce que faire une étude sur le long terme, ça coûte très cher. Ceux qui ont plutôt un intérêt à montrer un bénéfice à court terme vont pas forcément prolonger l'étude outre mesure non plus. Donc en résumé, la CRP hautement sensible, donc la HSCRP, l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6 et le TNF-alpha n'ont pas diminué de manière significative, ni la CRP du reste, en utilisant du curcuma ou de la curcumine dans cette méta-analyse. En 2022, on a une autre méta-analyse qui est faite en Chine par l'équipe de Zheng et qui conclut que la curcumine ou le curcuma peuvent améliorer des symptômes et des niveaux d'inflammation chez les personnes qui ont de l'arthrose. Cependant, à cause de la mauvaise qualité et de la petite quantité d'essais randomisés contrôlés, les conclusions, elles doivent être interprétées de manière, comment on dirait, il faut être prudent en fait dans l'interprétation de ces résultats. D'accord? Donc on a une deuxième méta-analyse qui ne montre pas vraiment d'effet pour le curcuma. Pourtant, une année après, en 2023, on a une autre méta-analyse qui sort par l'équipe d'ESAD et qui, elle, montre des effets et des vertus anti-inflammatoires pour le curcuma et la curcumine. Qu'est-ce qui a changé en une année ou deux? Je ne sais pas. Évidemment, on voit qu'ils disent qu'ils ont uniquement pris les études qui remplissaient leurs critères d'éligibilité. On verra ce que ça veut dire. Et ils ont vu que la supplémentation en curcuma ou en curcumine, elle réduit de manière significative, cette fois, la CRP, le TNF-alpha, l'interleukine 6. D'accord? On a deux méta-analyses qui ne montrent pas d'effets significatifs, on en a une droit derrière qui montre des effets significatifs. Donc maintenant, qu'est-ce que c'était leurs critères d'éligibilité? Ça vaut la peine peut-être de regarder, en tout cas pour cette étude, ils en parlent. Ils ont vu qu'ils avaient plus de 4000 études qui pouvaient toucher le sujet. À la fin, ils ont retenu 628 papiers sur ces 4000 études. Sur ces 628, il y en a 504 qui ont été exclus, parce que d'après eux, ça a rapporté des résultats qui n'étaient pas pertinents ou pas en rapport plutôt directement avec le sujet d'étude. Ensuite, ils ont exclu encore 34 articles parce qu'ils se basaient sur une durée trop courte. D'accord? Donc on voit que sur les 4000 et quelques papiers, on en retient 620, on en élimine plus de 530, quasiment 540, et on base sa méta-analyse sur finalement une soixantaine de papiers. Vous pouvez comprendre là qu'on peut, comme ça, puiser ou anticiper, si on a envie d'obtenir un résultat, on peut étudier un peu le marché des études qu'on a, et si on le fait, on peut ensuite déterminer des critères qui vont ensuite sélectionner les études qui mènent au résultat qu'on a envie de mener. Je dis pas que c'est ce qui a été fait, mais c'est pas impossible de le faire, d'accord?
C'est vraiment pas impossible de le faire. Et ça peut expliquer justement le fait que des méta-analyses d'une année à l'autre montrent des résultats qui sont vraiment différents. Donc on va passer maintenant à autre chose que les méta-analyses, on va passer vraiment sur des études précises. En l'occurrence ici, on a une étude de haute qualité, qui est un essai randomisé contrôlé en double aveugle, qui veut voir l'efficacité et la sécurité d'une dose relativement faible, d'après ce qu'ils disent, et novatrice, d'un extrait de curcuma chez des adultes qui ont de l'arthrose du genou. D'accord? Donc, c'est une étude qui porte sur 96 sujets. Ce qui montre, c'est que le score VAS a été réduit de manière significative pour les gens qui ont pris cet extrait de curcumine. Donc l'indice VAS, enfin le score VAS, c'est simplement un score. On va simplement vous demander, ok, à quel point ça te fait mal. Si ça te fait très mal, ben, tu as des petits smileys qui grimacent et qui sourient, et puis en fait, tu vas simplement scorer comme ça ton niveau de douleur. Donc on considère que c'est assez efficace pour mesurer la douleur des gens. Euh, mais ça vaut ce que ça vaut, d'accord? On voit aussi que ce qui a été amélioré pour les gens qui prenaient cette curcumine, c'est qu'ils prenaient moins de temps pour marcher 80 mètres et pour monter 9 escaliers. D'accord? Donc voilà un petit peu les effets obtenus qui sont positifs en somme, qui ne sont pas étonnants parce qu'on verra que la curcumine, elle réduit l'inflammation et la douleur par des mécanismes bien connus qui sont similaires à ceux de l'ibuprofène. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'elle résout le problème sous-jacent, elle ne va pas soigner la blessure, par contre, vous avez moins mal. D'accord? Dans leur conclusion, ils nous disent aussi que la supplémentation elle a été bien tolérée et qu'elle était sûre. Quand on va un peu plus loin dans l'étude, on se rend compte qu'il y avait des critères d'exclusion à la base. Donc ils ont automatiquement exclu de l'étude toutes les personnes qui ont une fonction rénale ou hépatique qui n'est pas parfaite. D'accord? Tous les gens qui ont des problèmes rénaux ou hépatiques étaient exclus. Ça peut surprendre, parce qu'on croit souvent que le curcuma il est bon pour le foie, ça fait des super cures détox. Visiblement pas, parce que ces gens sont exclus de l'étude, et vous allez apprendre plus loin que la curcumine elle a des effets négatifs sur le foie, et c'est pas pour rien qu'ils excluent ces gens, ce qui permet aussi d'éviter d'avoir à mentionner des effets négatifs dans la conclusion de l'étude. Si on enlève les gens qui pourraient le plus facilement avoir des problèmes avec cette molécule, on limite les risques d'avoir des effets secondaires. Quand on va un peu plus loin dans les résultats de l'étude, parce que là on a vu la conclusion avait l'air vraiment positive, on se rend compte que les 4 biomarqueurs inflammatoires qui étaient analysés, il n'y en a aucun sur lequel on avait une différence significative entre l'utilisation de la curcumine et le placebo. D'accord? Il y avait un trend qui montre une amélioration, mais il n'est pas significatif, donc il peut être dû au hasard. D'accord? Ensuite, ils nous disent que le niveau de plusieurs paramètres de sécurité ont été analysés et qu'ils étaient on va dire dans le spectre de la normalité au niveau de base et à la fin du traitement. Et qu'il n'y avait pas de changement important à la fin du traitement. Malheureusement, j'ai pas pu obtenir, ou je crois pas qu'il nous montre en fait ces résultats-là. Donc on doit les croire sur parole. D'accord? On doit les croire sur parole dans cette étude. Et vous verrez que ça va pas dans la même direction que ce qu'on voit dans des études où ils nous montrent ces résultats. Il faut savoir que cette étude a été conduite en Inde. D'accord? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit par rapport à la production de curcuma, il y a des biais potentiels. On voit qu'une partie de l'équipe de recherche travaille dans l'industrie pharmaceutique en Inde ou dans l'industrie des compléments alimentaires, mais ils déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt. Soit. Donc ça, c'était un des essais randomisés contrôlés récents qui a montré des effets potentiellement bénéfiques. Vous voyez que c'est pas vraiment lourd, hein. Les gens ont un petit peu moins mal, ils marchent un peu mieux. Donc vous allez dire c'est positif si vous êtes dans un cas d'arthrose, mais il faut comprendre que ça agit un peu comme un antidouleur. Vous n'êtes pas en train de vous soigner, au contraire. Ensuite, on a 7 essais randomisés contrôlés en double aveugle qui est aussi sorti en 2018, qui traite de l'efficacité de ce qui s'appelle Curen. Curen, c'est une marque déposée d'un complément haut de gamme, ou haut de gamme à haute absorption, à haute biodisponibilité de curcuma. Elle a été, cette étude, fondée ou financée par l'entreprise qui produit cette molécule.
Donc il y a forcément des biais qui sont très importants. Là aussi, ça ne veut pas dire que l'étude a été mal conduite. Mais on doit toujours prendre en compte le fait qu'il y a des biais, et vous verrez que ça se retrouve quand même dans la manière dont ça a été conduit. Donc ce qu'ils nous disent, c'est que la curcumine, elle a des effets anti-inflammatoires en inhibant ce qui s'appelle la cyclooxygénase 2, ou COX-2, on l'appellera COX-2 maintenant, et la 5-lipoxygénase, qu'on appellera 5-LOX ou 5-LOX, qui sont deux enzymes qui sont très importantes dans notre système immunitaire, qui ont une multitude d'effets. Elles servent de messagers, elles vont transformer certaines molécules en d'autres molécules, c'est-à-dire que vous allez transformer par exemple l'acide arachidonique, qui est un acide gras polyinsaturé, oméga 6, vous allez le transformer en prostaglandine par exemple, et en différentes molécules qui jouent le rôle de messager dans votre système immunitaire. Donc, la curcumine vient bloquer les messages du système immunitaire, et du coup, le système immunitaire, lui, veut déclencher une inflammation à quelque part, et on vient bloquer l'action du système immunitaire. Maintenant, il faut comprendre que l'inflammation, elle n'est pas forcément négative. L'inflammation, c'est un processus naturel du corps que votre organisme va utiliser pour détruire certaines choses, par exemple des éléments étrangers qu'il n'a pas envie de voir là, ou pour détruire certains tissus qui doivent être réparés. Donc on doit d'abord casser pour reconstruire si ça a été abîmé ou ce genre de choses. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Il faut aussi comprendre que l'ibuprofène est un inhibiteur de la cyclooxygénase 2, donc de COX-2. Donc fondamentalement, la curcumine agit à peu près de la même manière que l'ibuprofène, qui est un médicament anti-inflammatoire très très connu. Donc ils nous disent que, dans la conclusion de leur étude, ils nous disent que les résultats montrent qu'il y a un excellent profil sécuritaire avec la curcumine, d'après les résultats qu'ils ont eus. Eux, au moins, nous donnent les résultats. D'accord? Donc si on regarde ces résultats dans la table 9 de l'étude, on voit que la vitesse de sédimentation des globules rouges, elle diminue. Ça, c'est le signe que c'est un marqueur qu'on utilise pour un marqueur de l'inflammation, ce qui nous indique qu'effectivement l'inflammation elle est réduite. D'accord? Donc ça confirme les effets de la curcumine comme anti-inflammatoire. C'est quelque chose à laquelle on peut s'attendre, c'est significatif, et ça on le voit dans les analyses qui sont faites entre le début et la fin de l'étude. On voit aussi qu'on a 3 marqueurs sanguins qui augmentent de manière significative. On a ce qu'on appelle le BUN, la bilirubine et le SAP, qu'on va voir après. Par contre, ils augmentent, mais ils sortent pas de la plage de référence. Donc ça permet aussi à l'étude de conclure que le profil sécuritaire, il est bon. Si c'était moins biaisé, on aurait peut-être pu mentionner dans la conclusion qu'il y a des marqueurs qui augmentent, ce qui est plutôt inquiétant, et potentiellement, si l'étude elle dure plus longtemps, ces marqueurs peuvent sortir des plages. D'accord? On voit par exemple que le BUN ou l'azote uréique sanguin, il passe dans ceux qui reçoivent le traitement, donc la curcumine, de 32,88 à 36,52. On voit que la bilirubine augmente de 0,75 à 0,83 et que la phosphatase alcaline, qu'ils appellent ici dans l'étude SAP, elle passe de 112,52 à 119,76. Donc dans ces 3 cas-là, on a une augmentation significative de marqueurs qu'on n'aime pas trop voir augmenter et se rapprocher du sommet de la plage de référence. Maintenant, qu'est-ce qui cause en général une augmentation de la bilirubine? Eh bien, c'est une dysfonction du foie, d'accord? Ou une hépatite. Et vous verrez que ça revient fréquemment avec la curcumine. La curcumine est un toxique pour le foie. Il y a plusieurs études qui le montrent, on va aller plus loin quand on parlera des effets néfastes, vous le verrez. Mais on le voit même dans cet essai randomisé contrôlé fondé par une industrie qui utilise le curcuma, on voit déjà un trend qui montre une augmentation de la bilirubine, ce qui peut laisser penser, et qui correspond à d'autres indices qu'on a, que le foie n'apprécie pas trop le processus. D'accord? On a aussi l'azote uréique sanguin qui augmente, et là aussi c'est un signe en général que le foie ou les reins ne sont pas en très bonne santé, ou alors que quelque chose se passe qui ne leur plaît pas, quoi. L'alcaline phosphatase, quand elle augmente, ça peut aussi montrer une maladie du foie, des troubles osseux ou des troubles rénaux. D'accord? Donc on voit qu'il y a un peu ce spectre où il y a un problème de foie, un problème de rein, qui fait augmenter ou qui
on a des marqueurs qui indiquent des problèmes rénaux et des problèmes de foie, et que ces marqueurs augmentent quand on utilise de la curcumine. Donc maintenant, on va reparler un petit peu de ce qu'ils nous disent dans leur abstract, c'est-à-dire que l'effet anti-inflammatoire, il est obtenu par l'inhibition de la COX-2 et de la 5-LOX. C'est quelque chose d'important à aborder. D'accord? À quoi servent la COX-2 et la 5-LOX? Elles servent à moduler votre système immunitaire et inflammatoire de manière assez profonde. C'est des mécanismes qui sont utilisés pour guérir des blessures. D'accord? Il faut savoir que, comme je vous ai dit, l'ibuprofène fonctionne aussi en inhibant COX-2. Du coup, vous coupez des messages inflammatoires, vous avez aussi une perception de la douleur qui est plus faible quand vous avez une inhibition de COX-2 et de 5-LOX. D'accord? Donc ça, c'est l'effet anti-inflammatoire de curcumine. Il n'est pas miraculeux. C'est le même effet que vous avez avec un médicament comme l'ibuprofène. Quand on va voir les informations professionnelles au sujet de l'ibuprofène, je pense que c'est bien d'aller voir tous les effets secondaires potentiels parce qu'ils sont très liés à cette inhibition de la COX-2. On ne peut pas garantir que les effets de l'ibuprofène soient tous liés à l'inhibition de la COX-2, d'accord? Certains le sont, d'accord? Ce qu'on sait, c'est que l'inhibition de la synthèse des prostaglandines par COX-2, justement, l'inhibition de COX-2, je veux dire, par l'ibuprofène, peut avoir une incidence négative sur la grossesse ainsi que sur le développement embryonnaire et fœtal, d'accord? Ça accroît le risque de fausse couche, de malformation cardiaque et de gastroschisis. Maintenant, chez les animaux. Alors, on l'a pas montré chez les humains parce que faire des études comme ça chez les humains avec l'ibuprofène, c'est pas très éthique. Alors, est-ce que ça l'est chez les animaux? Pas forcément non plus. Mais disons que ça nous permet d'avoir des profils sécuritaires sur les médicaments, un peu plus précis. Ce qu'on voit, c'est que chez les animaux, l'ibuprofène, il augmente les pertes pré- et post-implantatoires et la létalité embryo-fœtale, donc les fausses couches. Il y a une incidence accrue de différentes malformations, notamment cardiovasculaires. C'est pas étonnant, hein, les prostaglandines, elles jouent de nombreux rôles au niveau cardiovasculaire. On dit que pendant le premier et le deuxième trimestre de grossesse, l'ibuprofène, il ne doit être administré qu'en cas de nécessité absolue. Donc au niveau médical, les inhibiteurs de COX-2, on ne les administre qu'en cas de nécessité absolue dans les 2 premiers trimestres de la grossesse. J'ai jamais entendu ce type de recommandation concernant la curcumine. Peut-être qu'on... Oui, bon, après, sur les compléments alimentaires, la plupart du temps, on vous dit de ne pas les consommer quand vous êtes enceinte. Euh, mais c'est quand même bien de garder ça à l'esprit, d'accord? Parce que peut-être que vous ne prenez pas le complément de curcumine. Par contre, si vous êtes un adepte des jus ou une adepte des jus de curcuma, pendant votre grossesse ou en début de grossesse, c'est pas forcément la bonne idée, surtout si vous y ajoutez du poivre noir, parce qu'on vous a dit que comme ça, ce serait mieux absorbé, et c'est justement ce qu'il faut pas. On va parler après de l'interaction avec le poivre noir. Ensuite, dans les essais randomisés contrôlés qu'on nous vend comme bénéfiques pour la curcumine, un des derniers en date, c'est celui de 2018, qui portait sur le microbiote intestinal, et on voit qu'en fait, une supplémentation en curcumine elle induit en fait une variation significative et individualisée, c'est-à-dire qu'il y a des grosses variations entre les gens, du microbiote. D'accord? Donc la conclusion de l'étude, c'est que la curcumine et le curcuma modifient fortement le microbiote. Donc ils nous disent pas que c'est positif ou négatif, ils nous disent simplement que ça modifie votre flore intestinale, ce qui n'est pas étonnant parce que la nourriture que vous consommez va modifier votre flore intestinale, et puis des choses aussi puissantes que le curcuma, c'est pas étonnant qu'elles aient un effet sur la flore intestinale. D'accord? Maintenant, est-ce que ça permet de dire que le curcuma a un effet positif sur la flore intestinale? Moi, je suis pas d'accord avec ça, ça montre simplement qu'il y a des changements. En résumé, quand on a fait le tour des bénéfices autour du curcuma et de la curcumine, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. D'accord? Il y a une réduction de la douleur, effectivement, et de l'inflammation, probablement, ou potentiellement. On voit qu'il y a des études et des méta-analyses qui montrent ou qui indiquent plutôt que ça n'est pas le cas, ou qu'il n'y a pas d'effet, et il y en a d'autres qui indiquent que c'est le cas. Donc potentiellement, vous avez une réduction de l'inflammation. Ça peut améliorer le quotidien des gens qui ont une arthrose du genou. Voilà, c'est ce que montrent quelques études, qui ont certains biais, évidemment. Maintenant, il faut vous poser la question du prix à payer à long terme. Je ne parle pas du prix financier des compléments ou ce genre de choses, mais du prix sur votre santé. Euh, Comment est-ce que ça va influencer la guérison à long terme? On sait que les inhibiteurs de COX-2, comme l'ibuprofène, ils empiètent sur la guérison à long terme. C'est-à-dire que vous réduisez l'inflammation et la douleur sur le moment, mais vous guérissez moins vite. D'accord?
Par ailleurs, on sait aussi que ça crée une diminution de l'efficacité de votre système immunitaire, parce que vous venez couper des mécanismes de communication dans le système immunitaire. Donc vous avez un prix à payer quand vous consommez ce type de molécules pour réduire votre inflammation. Maintenant, on va voir qu'il y a énormément d'autres problèmes avec la curcumine et le curcuma. Donc la première chose qu'on va aborder au niveau des effets néfastes, c'est le problème des oxalates. Donc l'idée, c'est pas de faire ici une plongée dans le détail des oxalates. Les oxalates sont une toxine végétale, principalement une toxine de défense, mais elle peut aussi servir de molécule de stockage du calcium, qui a de nombreux effets délétères sur la santé humaine et animale. Donc c'est une toxine très agressive qui peut tuer des gens à forte dose. Heureusement, c'est très rare qu'on consomme de fortes doses, ou en tout cas que de fortes doses soient absorbées, parce que notre intestin va repousser cette toxine. Et le gros problème avec l'oxalate, ou les oxalates, c'est qu'ils ont tendance à s'accumuler dans notre organisme au fil des années, au fil des décennies. Tant que vous ne faites pas une pause dans la consommation d'oxalates, votre corps ne peut pas se permettre de nettoyer les dépôts. C'est-à-dire que la capacité d'excrétion des oxalates dans le corps humain, elle est d'environ 50 mg par jour. Chaque fois que vous dépassez cette capacité journalière, vous stockez des oxalates. Donc votre corps va déposer ces oxalates à gauche à droite dans vos tissus. Les oxalates sont notamment responsables de la plupart des calculs rénaux, l'oxalate de calcium. La plupart des calculs rénaux sont constitués d'oxalate de calcium, mais ça, on va dire que c'est la pointe émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on entend souvent sur les oxalates. Il y a énormément d'autres effets négatifs. On sait qu'il y a de forts liens entre les oxalates et l'hypothyroïdie de Hashimoto, avec différentes maladies neurologiques. On retrouve des oxalates dans la substantia nigra, donc une partie du cerveau, chez des patients atteints d'Alzheimer. On retrouve aussi une problématique d'oxalate dans beaucoup de cancers du sein chez la femme. Bref, les oxalates sont une toxine qu'il ne faut pas négliger. C'est pas parce qu'elle n'a pas d'effet immédiat. Alors elle peut en avoir chez certains, ça peut créer des crises de type relâchement d'histamine, donc ce qu'on appelle le syndrome d'activation mastocytaire qui peut être lié à ça. Tout ça pour dire que les oxalates, c'est une toxine qui est sournoise, parce qu'elle produit des effets sur le long terme. On ne les voit pas forcément augmenter. Et le curcuma contient des quantités extrêmement élevées d'oxalates. En plus de ça, les oxalates contenus dans le curcuma ont la particularité d'être très solubles. Et on sait que les oxalates solubles sont ceux qui sont le mieux absorbés au niveau intestinal et qui finissent donc dans votre sang et qui provoquent donc ces excès dont je vous parlais et qui peuvent être donc stockés dans votre organisme. Donc là, dans cette étude, ils ont simplement donné de la cannelle ou du curcuma à des gens pour voir en fait quels étaient les niveaux d'excrétion au niveau urinaire. Et vous verrez qu'on a donné des toutes petites doses. Alors pourquoi la cannelle? Parce que la cannelle contient aussi énormément d'oxalates, mais sous des formes qui sont beaucoup moins solubles. C'est-à-dire que dans la cannelle, il n'y a que 6% des oxalates qui sont solubles. Dans le curcuma, c'est 91% des oxalates qui sont solubles, donc qui sont hautement absorbables. La conclusion de l'étude, c'est que la supplémentation en curcuma, mais pas en cannelle, peut augmenter de manière significative les niveaux urinaires d'oxalates. Donc évidemment, c'est aussi les niveaux sanguins derrière qui augmentent. Ils doivent bien être dans le sang avant d'être dans l'urine. Et ça peut augmenter le risque de calculs rénaux. Donc ça, c'est la conclusion de l'étude. Et évidemment, quand on prend tout le problème des oxalates dans son ensemble, on se rend compte que ça veut aussi dire que ça peut augmenter beaucoup de problèmes liés aux oxalates. Donc, si on va dans le détail de cette étude, elle a duré 4 semaines. Les sujets, ils suivaient soit leur diète habituelle et leurs exercices habituels, soit alors ils recevaient une supplémentation en cannelle ou en curcuma. On voit que les doses de cannelle et de curcuma qui ont été utilisées sont vraiment basses. L'idée, c'était simplement d'amener 63 mg d'oxalate, et ça a été fait avec 3,5 g de cannelle ou 3,2 g de curcuma. Il y a tellement d'oxalate dans le curcuma que vous arrivez déjà au-dessus des 50 mg qu'on conseille à des gens qui ont des problèmes rénaux, avec 3,2 g de curcuma. D'accord? Quand vous faites un jus de curcuma avec plusieurs dizaines ou centaines de grammes de racines, et qu'en plus vous solubilisez encore mieux ces oxalates dans de l'eau, et que vous ajoutez encore du poivre noir qui vient perturber la fonction de barrière de l'intestin, imaginez-vous bien que vous allez absorber des très grosses quantités d'oxalates.
et que ces oxalates vont se répartir un petit peu partout dans votre corps et provoquer des problèmes à long terme. Pour vous donner un ordre d'idée, le curcuma c'est 2000 mg, donc 2 grammes d'oxalate pour 100 grammes de racines. Ok. La dose à toxicité aiguë des oxalates, ou la dose létale potentielle pour l'être humain, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle est autour de 3 ou 5 grammes, pour vous dire. D'accord? Évidemment, vous absorbez pas tout, mais dans le cadre du curcuma, vous absorbez une grosse quantité, vu que c'est des oxalates solubles. Donc voilà pour ce qui était oxalate. Maintenant, on va partir dans un papier qui s'appelle le côté sombre de la curcumine, qui a été produit par l'équipe de Estefania Burgos Moron en Espagne, et qui a été publié dans le Journal international du cancer. Donc c'est un papier très critique contre l'utilisation du curcuma ou de la curcumine. Évidemment, on peut aussi là se dire qu'il y a certains biais, peut-être de l'industrie pharma qui veut limiter la progression d'un concurrent dans le traitement des cancers. Cela dit, le papier est bien construit et s'appuie sur des études qui sont aussi solides. Donc ce que ce papier montre, c'est que pour avoir des effets potentiellement bénéfiques avec le curcuma, vous devez atteindre des niveaux qui sont millimolaires. D'accord? Le problème, c'est que quand vous consommez du curcuma sous forme orale normale, vous ne pouvez pas atteindre des concentrations en curcumine suffisantes pour atteindre les effets qu'on aimerait avoir au niveau inflammatoire ou au niveau anti-cancer, etc., etc. D'accord? C'est des choses qu'on a parlé tout à l'heure. On voit que certaines études sur les cancers colorectaux, où on a traité les patients avec des doses de curcumine de 3,6 grammes, donc c'est quand même beaucoup, 3,6 grammes de curcumine, on ne parle pas de curcuma, pendant 4 mois. Donc même à ce niveau-là, l'effet anti-cancer, il n'est pas marqué. Donc ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est que pour augmenter la biodisponibilité du curcuma, on utilise souvent du poivre noir. Et plus précisément la pipérine, qui est un alcaloïde présent dans le poivre noir, et qui permet d'augmenter la biodisponibilité de la curcumine. Ils nous disent que cette stratégie, elle doit être utilisée avec précaution, parce que la pipérine est connue pour être un inhibiteur du métabolisme des médicaments et d'autres toxines, on le verra plus loin. Et ce qu'ils nous disent, c'est que, évidemment, quand on utilise ce type de stratégie, on va largement augmenter les niveaux de curcumine, ce qui va augmenter l'efficacité de la curcumine, évidemment, dans le registre où on veut avoir d'efficacité, mais ça va aussi augmenter la toxicité de la curcumine. Donc en résumé, la pipérine, elle va diminuer ce qu'on appelle la clairance, donc la détoxification de la curcumine, donc la curcumine va rester plus longtemps en circulation dans votre corps, ce qui va augmenter les effets toxiques et les effets potentiellement bénéfiques qu'on a vu avant, donc inhibition de COX-2, etc., de la curcumine. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à la curcumine? On lui reproche de provoquer des anomalies chromosomiques, des dommages à l'ADN cellulaire et à l'ADN mitochondrial, des altérations chromosomales et même de la carcinogénèse. D'accord? Évidemment, si vous avez des altérations chromosomales, des dommages à l'ADN, etc., ça mène à une carcinogénèse, donc à une augmentation du risque de cancer. Donc dans ce papier, il cite les études sur lesquelles il s'appuie pour cela. Donc maintenant, dans des études chez les rongeurs, où on peut utiliser des doses plus élevées, on se rend compte que ce qui s'appelle l'oléorésine, qui est un extrait organique du curcuma, donc quelque chose que vous trouvez dans le curcuma et qui contient 80 à 85% de curcumine, donc l'oléorésine c'est quasiment que de la curcumine, et ça fait partie du curcuma. L'ingestion d'oléorésine chez les rongeurs provoque des ulcères, provoque une hyperplasie et une inflammation de l'estomac. Donc une hyperplasie, c'est une prolifération de tissus, d'accord? C'est des mécanismes qui peuvent mener aussi à la formation de cancer, pas forcément aussi, hein, ça peut être des tumeurs bénignes. Ça amène aussi à l'hyperplasie et l'inflammation de l'intestin et du côlon, des cellules folliculaires de la thyroïde, d'accord? Ça mène à des adénomes et à des carcinomes, donc à des tumeurs bénignes ou malignes, et à des cancers du poumon. Donc là, on est chez les rongeurs, on utilise des doses plus élevées, et on se rend compte qu'il y a de gros problèmes. En l'occurrence, certains de ces effets, par exemple sur l'augmentation des carcinomes de l'intestin, donc du cancer de l'intestin, c'est des doses journalières de 0,2 mg par kilo de poids de corps chez la souris. D'accord? Donc pour un individu humain de 70 kg, ça représente pas grand-chose. Hein, d'accord? Ça représente 14 mg par jour de curcumine.
Pensez que la plupart des compléments contiennent 500 mg de curcumine. On apprend aussi, et ça on en a parlé tout au début, que la curcumine, elle, induit un effet antioxydant, Par contre, des hautes concentrations de curcumine, elles augmentent les niveaux cellulaires d'espèces réactives de l'oxygène, donc de radicaux libres. C'est-à-dire que ça provoque à la fin le contraire. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'un poison à petite dose provoque un effet antioxydant. À haute dose, les mécanismes de défense de la cellule sont vaincus ou sont surchargés et vous avez l'effet du poison qui est présent. Donc comment est-ce que la curcumine elle génère plus d'espèces réactives de l'oxygène, ces radicaux libres? C'est en modifiant de manière irréversible, d'accord, une enzyme antioxydante qu'on appelle la thiorédoxine réductase. Donc la thiorédoxine réductase, c'est une enzyme qui joue un rôle crucial dans le métabolisme humain, ce rôle il n'est pas complètement élucidé. Ce qu'on sait, c'est que toute mutation sur un des gènes qui code cette thiorédoxine chez l'homme, elle est létale au stade embryonnaire des 4 cellules. Donc c'est quelque chose de très important dans notre fonctionnement cellulaire. Et la curcumine, elle vient altérer de manière irréversible cette enzyme. La curcumine, elle induit aussi des dommages ADN au niveau de la topoisomérase 2, qui est une enzyme qui contrôle la structure topologique de l'ADN. Donc là, on est vraiment au centre de la cellule, au centre du noyau cellulaire. Moi, je trouve très inquiétant de consommer des grosses quantités d'une molécule de ce type-là et surtout de forcer son absorption et sa circulation dans l'organisme. Ces topoisomérases, elles jouent aussi un rôle essentiel lors de nombreuses étapes de la vie cellulaire, comme la réplication, la transcription, la séparation des chromosomes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner en consommant beaucoup de curcumine qui vient créer des dommages à ce niveau-là? La curcumine, elle inactive aussi le facteur P53, qu'on appelle le tueur de cancer, le tueur de tumeurs. C'est un gène qui vient supprimer les tumeurs. Son activité, elle stoppe la formation de tumeurs. En gros, si vous avez une copie de ce gène qui est dysfonctionnelle, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des cancers. Et les gens qui ont ce problème génétique, ils vont développer énormément de cancers dès leur jeune âge, en fait. Dès qu'ils sont jeunes adultes, ils peuvent avoir beaucoup de cancers. On sait aussi que les mutations du P53, ils sont trouvées dans quasiment toutes les tumeurs. C'est-à-dire que si on analyse les cellules cancéreuses de n'importe quel cancer, c'est quasiment systématique que le P53, il a subi une mutation. S'il ne l'avait pas subi, eh ben, il aurait joué son rôle, il aurait empêché la formation du cancer, tout simplement. Quand le P53 il est muté, il ne peut plus remplir son rôle et se fixer à l'ADN d'une manière effective. Et donc, il ne peut plus empêcher la réplication. Donc les cellules, elles vont se diviser de manière incontrôlable et former des tumeurs. Donc je vous rappelle, la curcumine, elle désactive ce P53. D'accord? Donc on vous dit que la curcumine, elle a des effets anti-cancer parce que c'est un poison qui peut tuer à court terme des cellules cancéreuses dans une éprouvette en verre. À long terme, vous pouvez vous imaginer les effets que ça peut avoir. On sait aussi que la curcumine, c'est un chélateur actif du fer, in vivo, d'accord, donc vraiment dans les organismes vivants, et que ça peut induire une carence en fer. Ça peut aussi affecter de manière systémique, le métabolisme du fer dans votre organisme. Que fait encore cette super curcumine qu'on nous vend comme la panacée? Elle inhibe aussi le cytochrome P450, la GST, et ce qu'on appelle l'UDP-GST. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. Donc le cytochrome P450, d'abord, qui est inhibé par la curcumine. C'est une famille de protéines qui vous protège contre énormément de substances toxiques. C'est-à-dire que ça joue un rôle fondamental dans la détoxification de différentes substances toxiques que vous avez en circulation dans votre corps. Les cytochromes P450, ils sont exprimés dans quasiment tous les tissus à haute concentration dans l'intestin, mais plus particulièrement dans le foie. Évidemment, le foie, c'est l'organe qui est chargé de la détoxification. Ça joue aussi un rôle central dans la synthèse d'acide biliaire, ce cytochrome P450, et dans le métabolisme, évidemment, de composés étrangers à l'organisme. Le cytochrome P450, il est aussi impliqué dans l'homéostasie des hormones stéroïdiennes. D'accord? Donc on a aussi des rapports qui montreraient, dans des modèles animaux, que le curcuma ou la curcumine peuvent avoir des effets potentiellement négatifs
sur les hormones stéroïdiennes, et ça peut venir de ce problème au niveau de l'inhibition du P450. Les P450 sont aussi importants dans le métabolisme des vitamines, dans le métabolisme des acides gras insaturés et dans la synthèse du cholestérol. Donc on voit que le cytochrome P450, c'est vraiment des molécules de base, vraiment à la base de votre détoxification et de votre fonctionnement métabolique. C'est des choses qu'on retrouve chez tous les animaux, et probablement, là peut-être que je m'avance un peu, mais peut-être chez toutes les formes de vie, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est hérité d'un passé extrêmement lointain, et vous avez cette molécule, la curcumine, qui vient inhiber ceci. Là aussi, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Maintenant, la GST, donc la glutathione S-transférase, à quoi est-ce qu'elle sert? C'est une enzyme, là aussi, de détoxification majeure pour ce qu'on appelle la phase 2 de détoxification. Ok. Elle protège notamment contre H2O2, donc c'est le peroxyde d'hydrogène, euh, qui est un radical libre standard qu'on trouve dans nos cellules, qui est issu de la production énergétique. Donc c'est normal d'en avoir. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une inhibition de ce qui est censé nous protéger là contre. Ça joue aussi un rôle dans la détoxification des métaux toxiques, d'accord? Notamment le cadmium, l'aluminium, le mercure et d'autres métaux toxiques. Donc vous avez cette curcumine qui vient inhiber ce fonctionnement de détoxification, ce qui n'est vraiment pas, à mon sens, une bonne chose, et c'est pas quelque chose que j'aimerais initier dans mon organisme de manière chronique. En ce qui concerne l'UDP-GST, qu'on appelle aussi UGT, c'est un processus qu'on appelle la glucuronidation. Donc la glucuronidation, c'est là aussi un processus de détoxification majeur de notre corps. C'est un mécanisme de défense qui nous aide à métaboliser des substances exogènes ou endogènes, mais qui posent problème, qui peuvent être toxiques, pour pouvoir ensuite les éliminer dans l'urine, d'accord? Donc, quand vous venez désactiver ou inhiber le fonctionnement de la glucuronidation, fondamentalement, vous empêchez votre foie de faire son travail de détox. Donc rappelez-vous que souvent on vous vend le curcuma comme un aliment qui fait part entière des cures détox, d'accord? Alors que le curcuma, et notamment la curcumine, viennent inhiber la détoxification du corps à tous les niveaux. Donc la glucuronidation, c'est un processus biologique essentiel qui nous protège contre l'accumulation excessive de substances toxiques, d'après ce papier scientifique. Là aussi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, de nouveau, de prendre de manière chronique une molécule à haute dose qui vient faire ce genre de choses. On nous dit aussi que des doses de 0,9 à 3,6 grammes par jour pendant 1 à 4 mois peuvent provoquer différents effets comme des nausées, des diarrhées et une augmentation de l'alcaline phosphatase. Donc rappelez-vous le papier qu'on avait vu qui montrait aussi une élévation de l'alcaline phosphatase ou de la lactate déhydrogénase. Donc là aussi, si vous avez une augmentation de la phosphatase alcaline, ça peut indiquer des dommages au niveau du foie, d'accord? Et c'est la même chose au niveau de la lactate déshydrogénase qui montre là aussi des dommages tissulaires de manière générale dans votre corps. Donc on voit que la curcumine, de nouveau, elle augmente certains marqueurs qui nous laissent penser qu'elle provoque des dégâts à quelque part. De nouveau, c'est pas étonnant. Quand on voit l'ensemble du tableau, il y a beaucoup de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu à la base. Donc l'étude conclut en nous disant qu'aucune étude long terme n'a été conduite pour vérifier la toxicité de la curcumine à ces niveaux de dose en fait. Et ça c'est quand même quelque chose qui est assez problématique quand on voit tout le faisceau d'indices qu'on a qui montrent des effets potentiellement très problématiques. Et comme si c'était pas suffisant, on apprend aussi que le curcuma peut contenir des niveaux élevés de plomb. Alors, pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de plomb dans le curcuma? Apparemment, si vous ajoutez du plomb dans le curcuma, ça va améliorer la couleur du curcuma. Il aura une apparence un peu plus jaune. Et apparemment, c'est un peu quelque chose qui est recherché. Donc, vous savez jamais quand vous achetez du curcuma en poudre, est-ce qu'il n'a pas été contaminé au plomb? Il y a eu plusieurs cas qui ont relevé ce genre de choses. Et évidemment, on ne va pas tester de manière systématique les niveaux de plomb dans le curcuma que vous retrouvez sur les étals.
Ensuite, pour celui qui veut vraiment approfondir tout le sujet du curcuma puis les effets toxiques, vous avez un, un gros papier qui a été produit par le comité sur la toxicité du gouvernement anglais euh, au niveau du risque pour la santé humaine du curcuma et de la curcumine. D'accord? On va pas passer en revue en détail parce qu'on est vraiment trop long, c'est un gros document, mais vous y retrouvez absolument toutes les sources, toutes les études dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et un des points que j'aimerais relever, c'est celui qui concerne la toxicité hépatique. D'accord? Donc eux disent qu'après avoir passé en revue toutes les données disponibles, ils concluent que, évidemment, ils ont des données limitées, parce qu'on n'a pas eu d'études vraiment long terme, etc., pour déterminer cette toxicité. Pour eux, il y a un lien entre la consommation de curcuma et les effets, euh, donc hépatotoxiques, donc de toxicité sur le foie, parce que dans les études en question, dès qu'on enlève le curcuma, les effets disparaissent. Donc pour eux, c'est un indice assez fort que le curcuma provoque des dommages au niveau du foie. Ils nous disent aussi que le domaine qui les inquiète le plus, c'est celui des suppléments de type novateur qui utilisent des technologies de type liposomal ou micellaire au niveau nano ou micro, euh, parce que évidemment ce type de supplément va largement augmenter l'absorption et la biodisponibilité du curcuma dans le corps humain. Et au vu des effets toxiques et néfastes potentiels, ça peut mener à des problèmes importants chez les individus. Et finalement, un petit papier, c'est de la prédiction de toxicité de molécules dans le curcuma, donc c'est sur des modèles informatiques, mais ça fonctionne assez bien. Euh, donc il faut savoir qu'une plante comme le curcuma ou n'importe quelle plante, c'est plusieurs milliers de molécules différentes, dont la majeure partie ne sont pas étudiées. Là, on étudie par exemple la curcumine, mais il y a des milliers d'autres molécules dans le curcuma, on ne sait pas trop ce qu'elles font. D'accord? Et même la curcumine, généralement, ce que vous en savez, c'est ce qu'on a voulu vous en dire, d'accord? On ne vous a pas parlé des effets d'aberration au niveau des chromosomes, etc., etc. On vous parle des effets potentiellement bénéfiques, en les habillant d'une manière où on va vous dire, ah, c'est anti-inflammatoire, ça va vous... Souvent, vous allez penser que ça va vous guérir de vos problèmes inflammatoires. On a vu que ce n'était pas vraiment le cas. Cette étude, en fait, elle porte sur la toxicité de 200 molécules qu'il y a dans le curcuma, d'accord? Sur les 200 molécules qu'ils ont sélectionnées dans le curcuma, donc c'est 200 sur plusieurs milliers, vous en avez 184 qui sont considérés comme toxiques sur les 200, vous en avez 136 qui sont considérés comme mutagènes, qui peuvent être mutagènes, 153 qui sont carcinogènes, qui peuvent induire des cancers, et 64 qui sont hépatotoxiques. D'accord? Ils découvrent aussi que la curcumine et ses dérivés peuvent causer, dépendant de la dose, une hépatotoxicité, donc une toxicité pour le foie. Donc ça peut vous paraître surprenant qu'il y ait autant de molécules toxiques ou carcinogènes ou mutagènes dans le curcuma. C'est pas vraiment étonnant. Aujourd'hui, c'est pas le sujet des toxines végétales, mais il faut comprendre que tous les végétaux doivent se défendre contre la prédation de champignons, d'insectes, de mammifères, etc., qui veulent les manger. Si une espèce végétale ne se défend pas, elle ne peut pas perdurer, en fait. Dans le règne animal, on se défend avec des dents, avec nos jambes, on part se cacher, on s'enfuit, on combat, on a des griffes, voilà, les animaux ont différents moyens de se défendre. La toxicité, elle est assez rare dans le monde animal, il y a juste certaines espèces, comme la salamandre, qui misent sur la toxicité pour se défendre. Dans le règne végétal, la plante, elle peut pas vraiment se cacher, elle peut pas partir, elle est enracinée, et du coup, les seuls moyens de défense qu'elle a, c'est la toxicité qu'elle va mettre dans les parties de la plante qui assurent, enfin qu'elle veut pas qu'on consomme, mais fondamentalement, quasiment toutes les parties d'une plante, elles sont pas faites pour être consommées par d'autres animaux, mis à part certains fruits, lorsque la plante nous utilise comme disséminateur de graines, d'accord? Mais typiquement, les graines à l'intérieur du fruit, on n'est pas censé les croquer ou les manger, c'est pas vraiment l'idée que la plante, elle a derrière quand elle vous permet de manger le fruit. Et ça explique pourquoi la toxicité elle est très élevée dans les graines. Parce que pour la plante, c'est sa progéniture, et du coup, elle la défend de manière très très active. Et du coup, ben, le curcuma, en l'occurrence la racine de curcuma, est elle aussi largement défendue. Et il n'y a pas que des toxines de défense, il peut simplement y avoir des molécules qui ont une utilité chez la plante, mais nous,
êtres humains, on est des animaux, on fonctionne sous un logiciel complètement, ou plutôt sur un système d'exploitation qui est complètement différent. C'est comme si vous essayiez de faire fonctionner un programme qui est fait pour Mac sur un ordinateur sur lequel vous avez Windows. Ça va pas fonctionner comme il faut, il y aura des problèmes. Ou peut-être ça va pas fonctionner du tout. Et c'est la même chose à ce niveau-là. Une molécule qui peut avoir une fonction dans la plante, qui est bénéfique pour elle, lorsqu'elle est absorbée chez vous, ça peut provoquer des problèmes, d'accord? C'est pas une molécule que votre corps peut utiliser. Donc on va résumer tout ça rapidement. Le curcuma, la curcumine, on a une faible absorption des molécules bioactives comme la curcumine, on a une clairance rapide, donc notre foie veut rapidement les éliminer. Si on veut atteindre des bénéfices supposés, on doit avoir des concentrations élevées, donc ça va contre le fait qu'on les absorbe mal et qu'on a une clairance rapide. C'est impossible d'atteindre ces doses sans utiliser des formes spécifiques. Le problème, c'est qu'à la même dose qu'on a besoin pour avoir les bénéfices supposés, on a de nombreux effets toxiques. Les oxalates, la perturbation du système immunitaire, la régénération des tissus qui peut être affaiblie, comme pour tous les inhibiteurs de COX-2. On a une capacité de détoxification qui est diminuée à plusieurs échelons de notre fonctionnement de détox. On a une altération de l'ADN cellulaire et mitochondrial. Donc là, on vient vraiment toucher au centre même de nos cellules. On a des anomalies chromosomiques, là aussi au niveau de l'ADN. On a un effet hyperplasique et carcinogène potentiel. On a une carence en fer et une perturbation du métabolisme du fer. On a parfois de la contamination au plomb. On a énormément de signes qui indiquent qu'il y a une hépatotoxicité, donc une toxicité pour notre foie, etc. D'accord? Donc en résumé, on a quand même beaucoup de fumée, je trouve, autour du curcuma et de la curcumine, pour simplement ne pas considérer tous ces aspects-là quand on prescrit ou qu'on consomme des suppléments ou du curcuma sous des formes ou sous des quantités exagérées. On va parler maintenant brièvement du poivre noir et de la pipérine. Donc, on a beaucoup de compléments à base de curcuma ou de curcumine qui utilisent la pipérine parce qu'elle permet d'augmenter de 2000% la biodisponibilité de la curcumine. De nouveau, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Peut-être dans votre cas, vous avez une arthrose du genou et puis vous voulez vraiment calmer l'inflammation et la douleur pour quelques jours. Peut-être, d'accord? Donc, que fait la pipérine et comment est-ce qu'elle le fait? La pipérine, c'est un inhibiteur hépatique et intestinal de la glucuronidation. Donc, rappelez-vous, on a parlé de la glucuronidation. La curcumine, elle est aussi une inhibitrice de la glucuronidation. Mais la pipérine, elle le fait de manière assez forte au niveau intestinal et hépatique. En plus de ça, la pipérine, elle est connue pour perturber le fonctionnement de notre paroi intestinale. D'accord? C'est des mécanismes assez complexes. Je ne vais pas simplement dire qu'elle crée un intestin poreux, ce ne serait pas exactement le cas, mais elle favorise l'absorption de certains types de molécules, et notamment de la curcumine. Donc la curcumine va facilement rentrer dans votre sang, et en plus, derrière, la pipérine va désactiver les mécanismes de détoxification de la curcumine. Donc on vous dit souvent, faut manger du curcuma avec du poivre noir, faut faire l'antibiotique doré ou ces trucs-là. Ouais, posez-vous vraiment la question si c'est quelque chose que vous voulez faire. Donc on voit par exemple ces études sur la pipérine qui nous montrent qu'elle inhibe de manière forte ce qu'on appelle la UDP-GDH. Donc c'est la glucose déhydrogénase qui a un rôle au niveau de la synthèse des glucosamines glycanes, donc de toutes les molécules qui sont importantes au niveau articulaire. La hyaluronane, le sulfate de chondroïtine, le sulfate d'éparane, certains de ces mots, vous les avez peut-être entendus dans certains compléments alimentaires qu'on va vous donner pour régénérer vos cartilages, vos tissus articulaires. Donc la pipérine, elle vient inhiber ça, d'accord? Donc on vous donne, fondamentalement, si vous avez un problème au niveau de l'articulation du genou et que vous voulez masquer la douleur avec un complément à base de curcumine et de pipérine, vous allez diminuer votre douleur, mais vous empêchez votre corps de synthétiser les molécules pour réparer votre articulation. Dans cette étude qui portait sur les effets de la pipérine sur la concentration de midazolam, qui est un médicament, on voit que la pipérine, elle permet d'augmenter la durée de vie du médicament dans le sang, parce qu'elle vient inhiber ce qu'on appelle CYP3A4, une enzyme qu'on a dans notre corps, et c'est une des enzymes les plus importantes dans ce qui est le métabolisme des xénobiotiques, donc des molécules qui sont étrangères à notre corps. D'accord? Donc quand vous avez des molécules qui n'ont rien à faire là, votre corps met en route le cytochrome P450 et la CYP3A4, c'est une partie de ce cytochrome. Et là aussi,
comme pour la curcumine, on a une inhibition par la pipérine. On voit que la pipérine, elle est aussi étudiée pour augmenter l'absorption de certains médicaments et évidemment d'autres substances étrangères, notamment en inhibant une glycoprotéine importante à ce niveau-là, en modulant la membrane intestinale et sa perméabilité, et en inhibant la sécrétion d'acide gastrique. Donc ça, c'est très problématique pour moi. Beaucoup de gens ont un manque d'acide gastrique au niveau de l'estomac. Si vous avez moins d'acide gastrique, il y a plus de bactéries pathogènes qui peuvent passer, notamment. Mais surtout, vous allez moins bien digérer certaines molécules importantes, comme les protéines. Vous allez moins bien absorber pas mal de choses dont vous avez besoin. Et on voit que la pipérine, elle augmente aussi le flux sanguin au niveau gastro-intestinal et l'absorption au niveau intestinal. Mais l'absorption, vous allez me dire, bon, bah, c'est bien, ça augmente l'absorption, mais si vous absorbez des choses que vous n'avez pas absorbées, là, ça devient problématique. On voit que la pipérine, elle inhibe aussi des enzymes qui servent à métaboliser différents substrats qui passent dans la lumière intestinale et qui sont produites par la paroi de l'intestin. Donc ça, c'était pour les compléments qui utilisent la pipérine pour améliorer la biodisponibilité. Il faut savoir qu'il y a toute une série de compléments qui utilisent d'autres stratégies, comme les liposomes, comme les compléments micellaires, donc qui vont en fait impacter la curcumine dans une petite bulle de graisse, pour faire simple. C'est pas exactement ça, mais bref. Et ça va permettre de délivrer la curcumine dans votre corps de manière beaucoup plus profonde, d'atteindre des tissus que normalement vous ne devriez pas atteindre, parce que normalement il y a le foie entre deux qui devrait détoxifier tout ça. Donc aujourd'hui, ben, les labos se battent pour la meilleure solution pour augmenter l'absorption et la biodisponibilité de la curcumine. Moi je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Personnellement, c'est quelque chose sur lequel j'émets de sérieuses réserves quand je vois tous les effets potentiellement négatifs que peut avoir la curcumine sur des cellules. Je suis pas sûr qu'on a envie d'inonder son corps avec cette molécule. Donc pour conclure, quelle est mon opinion finalement sur l'utilisation du curcuma et de la curcumine, en essayant d'être un peu pragmatique. Est-ce qu'on peut encore l'utiliser après avoir lu tout ça? Est-ce qu'on ose encore utiliser du curcuma ou du poivre noir? Donc moi ce que je dirais c'est que en condiment, vous utilisez un petit peu de curcuma quelques fois dans la semaine, vous poivrez de temps en temps quelque chose, ok. Je pense pas que ce soit un problème si vous avez une bonne santé générale. D'accord? Ça m'inquiète pas. Maintenant, si vous avez certains problèmes de santé, que ce soit au niveau hépatique, au niveau immunitaire, au niveau inflammatoire, etc., je pense qu'il faut vous poser la question de l'utilisation de ce type d'épices pendant une certaine période. D'accord? C'est en tout cas ce que je recommanderais à mes patients. Ensuite, en ce qui concerne les jus à base de racines de curcuma, des smoothies où on a mixé du curcuma avec en plus du poivre et puis plein d'autres choses comme ça, là, clairement, non. Vous allez amener des concentrations extrêmement importantes d'oxalate. Donc la curcumine en soi, elle ne sera pas forcément beaucoup absorbée, sauf si vous mettez beaucoup de poivre noir. Par contre, vous allez absorber énormément d'oxalates qui vont aller se stocker dans vos tissus. Et moi, d'expérience, ça m'a joué des tours, hein. J'avais des problèmes inflammatoires à une époque. Et depuis que j'ai complètement supprimé les oxalates de mon alimentation et que j'ai fait 2-3 nettoyages à ce niveau-là, donc si vous les supprimez, votre corps va se nettoyer tout seul, d'accord? Mais vous verrez que quand vous nettoyez ce type de toxines, il y a au moment où les dépôts sont nettoyés, ça peut provoquer des symptômes désagréables. D'accord? C'est passager, c'est bénéfique à terme, mais c'est désagréable. Tout ça pour dire que depuis là, j'ai plus du tout de problème inflammatoire au niveau des épaules et des coudes, où j'en avais depuis des années quand j'étais à l'armée. J'ai regagné une mobilité dans les épaules que j'avais pas depuis très longtemps. Euh, Ensuite, les hautes doses de curcuma, donc utilisez du curcuma à toutes les sauces parce qu'on vous a dit que c'était bien, vous en mettez dans vos soupes, vous en mettez absolument partout, vous faites encore des petites tisanes à base de curcuma, ça je pense que c'est pas une bonne idée non plus, d'accord? Là on passe vraiment dans l'excès et à terme ça peut quand même amener des problèmes. On voit qu'au niveau des oxalates, quelques grammes suffisent déjà à dépasser les niveaux conseillés. Maintenant, en complément alimentaire, est-ce que je recommanderais l'utilisation de curcumine, typiquement? Sincèrement, je pense que je le recommanderais très très rarement. Je dirais que quelqu'un qui hésiterait à prendre un ibuprofène, par exemple, je lui dirais, ok, tu as peut-être la solution de la curcumine, ça va faire à peu près le même effet, tu auras les mêmes effets secondaires à peu près. Bien que pour la curcumine, on n'ait pas des études autant longues et sérieuses qu'il y a eu pour l'ibuprofène. L'ibuprofène, on sait que ça provoque énormément d'effets secondaires, mais au moins on les connaît.
Dans tous les cas, je pense qu'il est important de se poser la question du bénéfice par rapport au risque. Et est-ce qu'on ne veut pas plutôt traiter la cause à la racine? C'est-à-dire que si vous avez de l'arthrose au niveau du genou, en prenant de la curcumine, ok, vous allez un petit peu mieux marcher pendant quelques jours ou quelques semaines, vous aurez un peu moins mal, vous allez réduire vos niveaux d'inflammation, vous allez aussi empiéter sur la guérison de votre blessure, très, très concrètement, mais vous ne traitez pas le problème à la racine. Pourquoi il y a cette inflammation à la base au niveau de votre genou? Euh, Peut-être que vous réagissez à certaines toxines végétales, c'est très fréquent. Peut-être que vous avez justement trop d'oxalate, et là, en rajoutant du... Alors, dans la curcumine, pour être sincère, dans la curcumine en gélule, normalement, il n'y a pas d'oxalate, d'accord? Parce qu'on a isolé la molécule, donc il n'y a pas ce risque-là. Par contre, il y a tous les autres risques qu'on a vus avec la curcumine. Maintenant, est-ce que de prendre la curcumine en chronique ou en préventif, c'est une bonne idée? Là, je pense clairement que non. En aigu, temporairement, parce que vous devez absolument pouvoir vous déplacer le lendemain, vous avez une arthrose du genou, ok, allez-y, peut-être, vous prenez un ibuprofène, faites ce que vous voulez, pesez votre bénéfice-risque. Par contre, de manière chronique, je vous déconseille d'utiliser ce type de complément. Et en préventif, encore moins, parce qu'on a tendance à se dire, ah tiens, c'est anti-inflammatoire, j'ai pas envie d'avoir d'inflammation, j'en ai pas en ce moment, mais je vais prendre de la curcumine. Et puis je rigole parce que c'est aussi des idées qui m'étaient passées dans la tête quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment stupide. Et quand on a le tableau général, c'est pas une bonne idée, hein. Euh, Aussi, posez-vous la question, est-ce que vous voulez faire de la chimiothérapie préventive? On voit que, on voit que effectivement, la curcumine, elle peut tuer des cellules cancéreuses. On voit également qu'elle peut déclencher des nouveaux cancers. C'est pas forcément, à mon avis, une bonne idée de prendre des hautes doses de cette molécule. Et surtout, votre corps vous montre qu'il n'en veut pas. C'est-à-dire que votre intestin ne veut pas absorber cette molécule. Et dès qu'elle est absorbée, votre foie vient la détoxifier. D'accord? Donc, est-ce qu'on veut vraiment aller à l'encontre de notre mécanique profonde, héritée de centaines de milliers d'années, des millions d'années d'évolution des êtres vivants, même milliards d'années? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas vraiment l'idée que j'en ai. Donc voilà, pour conclure, ben, l'idée c'était de vous amener l'autre son de cloche pour vous permettre de décider, de vous faire votre propre opinion sur le curcuma, pour casser aussi un peu ce mythe de super aliment ultra bénéfique. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à repartager. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui bénéficieraient de ces informations. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous ai présenté beaucoup d'informations. J'ai essayé de vous donner aussi mon opinion. Évidemment, je suis un peu biaisé dans mon opinion. Peut-être que vous avez une autre lecture de tout ça, donc n'hésitez pas à en faire part. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion sur ces choses-là. Et si le sujet des toxines végétales que j'ai abordé rapidement vous intéresse, on va faire un live prochainement sur la communauté Révolution Ancestrale. Vous trouvez aussi le lien dans la description de la vidéo, où vous pourrez poser des questions là-dessus, où on parlera, la thématique c'est de savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit nous inquiéter ou pas. Et puis on va essayer d'être plusieurs thérapeutes et de donner nos avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ça. Ok, merci de m'avoir écouté, puis à une prochaine.